Le rejet, ce mot court mais puissant, qui éveille une tempête d'émotions. Lorsque quelqu'un que tu estimais te rejette, la chose la plus naturelle est de ressentir le besoin de répondre, de chercher une explication ou même d'essayer de récupérer ce que tu penses avoir perdu. Mais, et si je te disais que ton silence pourrait être ton arme la plus puissante? Cette vidéo explore comment le silence, cette réponse stoïque face au rejet, n'est pas seulement un outil de dignité, mais aussi une leçon transformante pour toi et, curieusement, pour ceux qui ont décidé de te rejeter. Dans ce contenu, nous allons plonger dans la philosophie stoïque appliquée aux relations humaines et comment ton choix de garder le silence après le rejet peut devenir une déclaration de force intérieure qui a un impact tant sur toi que sur l'autre personne. Prépare-toi à comprendre pourquoi, en ne disant rien, tu dis tout. Tu veux savoir comment transformer un moment de douleur en une opportunité pour grandir et transformer ta vie? Reste avec nous, car à la fin de cette vidéo, tu auras les outils pour accueillir le rejet avec une dignité qui non seulement te libère, mais redéfinit aussi ta valeur. Tu apprendras à utiliser le silence comme une forme d'autocontrôle et d'autonomisation personnelle. Et, plus important encore, tu comprendras pourquoi cet acte, bien qu'apparemment passif, a un pouvoir qui peut détruire les attentes de ceux qui pensaient que ta réaction serait de la faiblesse ou de la soumission. Ce contenu n'est pas simplement une réflexion philosophique, c'est un guide pratique. Nous allons analyser les enseignements de grands penseurs comme Épictète, Marc Aurèle et, bien sûr, les contributions de Rolando, qui nous mènent à une compréhension plus profonde de la gestion des émotions depuis un endroit d'amour-propre et de dignité. Mais sois attentif, car ce n'est pas ce à quoi tu es habitué à entendre. Ce qui suit te fera remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur le rejet et la manière de le confronter. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le silence après un rejet n'est pas une simple réaction, c'est un choix. Dans un monde où la surexposition émotionnelle et l'impulsivité sont courantes, choisir de ne pas répondre est un acte de résistance et d'autocontrôle. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te touche, mais comment tu choisis de l'interpréter. » Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte d'un rejet? Que le pouvoir est entre tes mains. Ce n'est pas le rejet qui définit ta valeur, mais la manière dont tu choisis de répondre. Lorsque tu choisis le silence, tu réclames ce pouvoir. Tu dis, sans mots, que ta valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. Tu montres que tu n'as pas besoin de réagir pour affirmer qui tu es. Et voici la clé. Ce silence n'est pas pour punir l'autre, mais pour te protéger toi. Comme le mentionne Rolando, la dignité personnelle n'est pas une attaque envers les autres, mais un acte d'amour envers toi-même. Mais le silence a aussi un autre effet. Un effet que peu considèrent. Il génère un espace de réflexion chez l'autre personne. En ne répondant pas, tu ne nourris pas la narration que l'autre attendait. Tu interromps le schéma et, dans de nombreux cas, tu laisses une question sans réponse. Pourquoi n'a-t-il, elle, pas réagi? Cet impact psychologique est profond et nous l'explorerons en détail dans les prochaines parties. Reste avec nous, car dans le prochain segment, nous décomposerons les outils psychologiques et philosophiques qui soutiennent cette pratique. De plus, tu apprendras comment les appliquer dans ta vie quotidienne pour affronter tout rejet avec sérénité et confiance. Cela ne changera pas seulement la façon dont tu te sens, mais aussi la façon dont les autres te perçoivent. Le silence après un rejet n'est pas simplement une absence de mots, c'est une déclaration puissante qui reflète l'autocontrôle, l'introspection et une profonde compréhension de la valeur personnelle, selon la philosophie. De la philosophie stoïcienne à la psychologie moderne, ce concept a été analysé et défendu comme un outil qui transforme les émotions réactives en croissance personnelle. Décomposons comment ces idées s'appliquent à ta vie et comment ton silence peut être la leçon la plus percutante que quelqu'un ait jamais reçue. Épictète, l'un des grands stoïciens, a affirmé « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » Dans le contexte du rejet, cela signifie que tu ne peux pas changer ce que l'autre personne pense ou ressent, mais tu peux changer la façon dont tu choisis de traiter cette expérience. Le silence devient alors une manière de lâcher l'illusion du contrôle sur les autres.
Cet acte de lâcher prise n'est pas de la résignation, c'est de l'autonomisation. Du côté de la psychologie, Carl Jung a introduit le concept de l'ombre, cette partie de nous qui réagit instinctivement à la douleur par des réactions impulsives. Le rejet active cette ombre, et la plupart des gens y répondent avec colère ou besoin de confrontation. Cependant, en optant pour le silence, tu interromps ce cycle réactif. Tu choisis de répondre depuis un lieu de conscience et de maîtrise de soi, au lieu d'agir à partir de tes blessures. Rolando, mentor et auteur sur des sujets de l'amour-propre, renforce cette idée en disant « Ta valeur ne réside pas dans la façon dont les autres te voient, mais dans la façon dont tu choisis de te voir toi-même. » Le silence après un rejet n'est pas vide, c'est une force vivante. Cela signifie que ta capacité à garder le silence reflète ton engagement envers toi-même et ta volonté de prioriser ta dignité au-dessus de toute émotion momentanée. Marc Aurèle apporte également une perspective importante dans ses méditations. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, inquiète-toi de ce que tu penses de toi-même. Dans un rejet, la tentation est de chercher de l'approbation ou d'essayer de changer la perception de l'autre. Mais le silence rompt cette dynamique en redirigeant ton énergie vers ta propre validation, plutôt que de la chercher à l'extérieur. Le silence a aussi un impact psychologique sur l'autre personne. En ne réagissant pas, tu défies ses attentes. Comme l'explique Rizzo, quand quelqu'un ne reçoit pas la réponse qu'il attendait, il est obligé de réfléchir à ses propres actions. Ton silence devient un miroir qui reflète non pas tes émotions, mais celles de celui qui t'a rejeté. Cela peut provoquer de l'inconfort, mais aussi un espace pour que l'autre remette en question sa position. D'un point de vue thérapeutique, Aaron Beck, le père de la thérapie cognitive, soutient que nos émotions réactives sont le produit de croyances irrationnelles. Par exemple, après un rejet, tu pourrais penser « Cela prouve que je ne suis pas suffisante ». Cette pensée n'est pas seulement nuisible, elle est fausse. Beck suggère que restructurer ses croyances est essentiel pour surmonter la douleur. Le silence, dans ce cas, est une pratique qui te permet de suspendre ces croyances avant qu'elles ne prennent le contrôle. Rolando complète cette idée en disant « Le rejet ne définit pas ta valeur. C'est une circonstance qui peut en apprendre davantage sur toi si tu choisis d'écouter plutôt que de réagir. » Ici, le silence n'est pas seulement une réponse à l'autre. C'est un outil d'introspection qui te permet d'explorer tes propres émotions et de reconstruire tes récits internes depuis un endroit de force. L'impact du silence a également une dimension sociale. Nous vivons dans un monde où réagir immédiatement est la norme, en particulier à l'ère numérique. Cependant, en choisissant de ne pas répondre, tu fais une différence. Tu établis des limites et tu communiques, sans mots, que tu n'as pas besoin d'entrer dans un dialogue qui ne bénéficie pas à ton bien-être émotionnel. Rolando l'exprime de manière percutante. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu choisis de t'élever. Tu dis « Ma paix vaut plus que n'importe quelle discussion ». Cette approche ne préserve pas seulement ton énergie, elle te positionne également comme quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par les émotions des autres. Le silence t'offre aussi un espace pour pratiquer l'auto-soin. Lorsque tu choisis de ne pas répondre au rejet, tu prends du temps pour traiter tes émotions et prendre soin de toi. Selon Christine Neff, pionnière du concept de l'autocompassion, cet acte est essentiel pour la guérison émotionnelle. Neff explique que se traiter avec bienveillance dans les moments de douleur nous permet de surmonter les adversités avec plus de résilience. Du point de vue stoïcien, ton silence n'est pas un outil pour manipuler l'autre, mais pour renforcer ton propre âme. Comme disait Sénèque, l'homme le plus puissant est celui qui a le contrôle de lui-même. Dans un rejet, ton pouvoir réside dans le fait de ne pas céder au contrôle des émotions ou aux attentes des autres. Enfin, il est important de comprendre que le silence n'est pas une manière d'éviter la douleur, mais de l'affronter depuis un lieu d'introspection. Viktor Frankl, dans son livre « L'homme en quête de sens », soutient que nos réponses à la souffrance déterminent notre capacité à y trouver un sens. En optant pour le silence, tu choisis de donner un sens constructif au rejet, au lieu de laisser celui-ci t'engloutir. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment appliquer ces idées dans ta vie quotidienne et comment construire un cadre mental fondé sur la dignité et l'amour propre. Ce n'est que le début d'un voyage vers une nouvelle manière d'affronter le rejet. Sois attentif, car ce qui vient ne transformera pas seulement la façon dont tu gères ces situations,
mais aussi la manière dont tu te perçois toi-même. Le silence, comme réponse après un rejet, n'est pas seulement un acte, mais une habitude qui peut radicalement changer la façon dont tu fais face à la douleur, à la frustration et aux relations. Dans cette partie, nous allons décomposer comment tu peux intégrer le silence stoïque et les principes psychologiques dans ta vie quotidienne, en permettant à ces outils de te renforcer et de te transformer. Rolando explique que le silence n'est pas de la passivité, c'est une action interne. La décision consciente de privilégier ton bien-être émotionnel par rapport à la nécessité de valider ta douleur par une réaction. Cette approche implique que le silence n'est pas simplement l'absence de parole, c'est une manière de communiquer avec toi-même, de t'offrir de l'espace pour traiter ce que tu ressens et de choisir judicieusement tes batailles. La première application du silence commence par une pause. Lorsque tu expérimentes le rejet, ton instinct peut être de répondre immédiatement, que ce soit pour te défendre ou pour chercher des réponses. Cependant, comme le mentionnent Rolando et Marc Aurèle, la pause est ta meilleure alliée. Avant de répondre, demande-toi si ta réaction contribue à ta paix intérieure. Si ce n'est pas le cas, garde le silence, dit Rolando. Cet acte de t'arrêter te donne le pouvoir de décider comment tu veux procéder. D'un point de vue cognitif, le silence te permet d'observer tes pensées avant d'agir. Aaron Beck mentionne que la plupart de nos réactions émotionnelles proviennent de pensées automatiques que nous ne remettons pas en question. En pratiquant le silence, tu crées un espace pour identifier ces pensées et décider si elles sont utiles ou nuisibles. Par exemple, si tu penses « cela signifie que je ne suis pas assez », tu peux remettre en question cette croyance et la remplacer par quelque chose de plus constructif, comme « ce rejet ne définit pas ma valeur ». Rolando met l'accent sur l'importance de transformer le silence en un outil d'autocompassion. Tandis que tu te tais vis-à-vis des autres, parle-toi à toi-même avec bienveillance. Reconnais ta douleur, mais ne l'utilise pas comme excuse pour t'enfoncer. Ici, le silence extérieur devient un dialogue intérieur où tu pratiques les soins et la validation de toi-même, au lieu de les chercher chez la personne qui t'a rejeté. Une autre manière d'appliquer le silence est à travers la technique de la pierre grise, un concept que Rolando introduit dans ses enseignements. Cette technique consiste à adopter une posture neutre et impassible face à celui qui te rejette, surtout si cette personne continue de chercher à te provoquer. Être comme une pierre grise signifie ne pas leur donner accès à tes émotions. Tu ne réagis pas, tu n'expliques pas, tu existes simplement, dit Rolando. Cette technique protège ta paix mentale et t'évite de tomber dans des dynamiques émotionnelles épuisantes. Le silence t'offre également l'opportunité de réfléchir à ce dont tu as vraiment besoin. Souvent, le rejet réveille de vieilles blessures qui n'ont rien à voir avec la personne qui t'a rejeté, mais avec des insécurités plus profondes. Viktor Frankl soutient que la souffrance peut être une porte vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. En gardant le silence, tu crées un espace pour explorer ces blessures et commencer à les guérir de l'intérieur. D'un point de vue pratique, tu peux appliquer le silence en établissant des limites claires. Lorsque quelqu'un te rejette, tu n'as aucune obligation de te justifier ni de chercher son approbation. Rolando mentionne qu'établir des limites n'est pas dire à l'autre quoi faire, mais te dire à toi-même ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Dans ce sens, le silence n'est pas seulement une réponse, c'est une limite qui protège ta dignité. L'impact du silence s'étend également à ton environnement social. En le pratiquant, tu envoies un message clair que tu n'as pas besoin de t'engager dans des discussions pour valider ton point de vue. Cela améliore non seulement ton autocontrôle, mais élève également la manière dont les autres te perçoivent. Comme le dit Rizzo, la meilleure façon de gagner le respect, c'est d'abord se respecter soi-même. De plus, le silence peut être un outil d'autoréflexion. Rolando suggère d'utiliser ce temps pour se poser des questions clés. Qu'est-ce que ce rejet m'a appris sur moi? Est-ce que je cherche plus d'approbation extérieure que je ne devrais? Quelles étapes puis-je franchir pour renforcer mon amour-propre? Ces questions ne t'aident pas seulement à traiter la douleur, mais elles te poussent aussi vers la croissance personnelle. Le silence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude qui se cultive avec le temps. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces cette habitude et construis une relation plus solide avec toi-même. Cela s'aligne avec la philosophie stoïcienne qui met l'accent sur l'importance de former l'esprit à répondre avec raison et non avec impulsivité. Épictète disait « Tu n'as aucun contrôle sur les événements extérieurs,
mais tu as un contrôle sur la façon dont tu les interprètes. Enfin, le silence t'offre une opportunité de te concentrer sur tes propres objectifs et passions, au lieu de gaspiller de l'énergie émotionnelle pour quelqu'un qui ne la mérite pas. Tu peux rediriger cette énergie vers des activités qui te nourrissent et te renforcent. Rolando résume ainsi: le silence est l'espace où tu te reconnectes avec toi-même. C'est là que tu te rappelles qui tu es et ce que tu mérites. Le silence après le rejet, vu sous l'angle stoïcien, n'est pas un acte passif, mais un outil actif de formation intérieure. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ont offert des enseignements intemporels sur la manière d'affronter les adversités avec dignité et autodiscipline. Dans cette extension, nous explorerons comment appliquer ces idées dans ta vie quotidienne en intégrant des citations de ces grands penseurs pour approfondir la pratique du silence en tant que réponse stoïcienne et émancipatrice. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. » Ce principe nous invite à réfléchir sur la manière dont nous interprétons le rejet. Si quelqu'un nous rejette et que nous l'interprétons comme une preuve de notre insuffisance, nous souffrirons inutilement. En revanche, si nous voyons le rejet comme un événement extérieur, indépendant de notre valeur personnelle, nous pouvons nous libérer de son fardeau émotionnel. Lorsque tu choisis le silence après un rejet, tu pratiques ce que Épictète appelait le contrôle interne. Il affirmait « Ne te préoccupe que de ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes émotions et tes actions. » En gardant le silence, tu cesses de chercher à contrôler ce que l'autre personne pense ou ressent, et tu concentres ton énergie sur ce qui est réellement sous ton contrôle, ta réaction. Sénèque, un autre grand stoïcien, nous rappelle que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous perdons beaucoup de celui que nous avons, disait-il dans « De la brièveté de la vie ». En optant pour le silence, tu choisis de ne pas gaspiller ton temps en discussions ou justifications qui n'apportent rien de positif à ta vie. Au lieu d'investir de l'énergie à réagir, tu peux la rediriger vers des activités qui te nourrissent et te renforcent. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, réfléchit à l'importance de l'introspection. Fais confiance à ta capacité à supporter tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas ce qui est extérieur qui te nuit, mais la manière dont tu permets que cela t'affecte. Le silence, dans ce cas, n'est pas une réponse pour l'autre, mais pour toi-même. C'est un moment pour traiter la douleur sans laisser celle-ci définir qui tu es ou comment tu agis. Le silence est aussi une manière de pratiquer la vertu de la force, un principe clé du stoïcisme. Sénèque disait « L'homme fort est celui qui, face à l'adversité, ne perd pas sa sérénité. » En choisissant de ne pas réagir impulsivement, tu montres de la force émotionnelle. Cet acte ne te bénéficie pas seulement à toi, il impacte aussi ceux qui t'entourent, car ils voient en toi un exemple de maîtrise et de résilience. Épictète, dans son Enchiridion, explique que notre perception des événements a plus de poids que les événements eux-mêmes. Si quelque chose d'extérieur t'affecte, ce n'est pas l'événement en soi, mais la manière dont tu choisis de le voir qui cause ta perturbation. En gardant le silence, tu choisis de ne pas laisser le rejet contrôler tes pensées. Au contraire, tu choisis de le traiter depuis un lieu de raison et de maîtrise de soi. Un des enseignements les plus profonds de Marc Aurèle est l'idée de l'impermanence. Il écrit « Tout ce qui arrive est éphémère. Ce qui te semble insupportable maintenant sera bientôt juste un souvenir. » Cela s'applique parfaitement au rejet. En pratiquant le silence, tu te rappelles que la douleur est temporaire et que ta valeur ne dépend pas de la manière dont les autres te voient, mais de la façon dont tu te vois toi-même. Sénèque aborde aussi le concept de dignité personnelle en disant « L'homme véritablement sage s'éloigne de ce qui ne lui fait pas de bien. » Le silence après le rejet est un acte d'éloignement, non physique mais émotionnel. C'est te dire à toi-même « Je mérite plus que cela », sans avoir besoin de le verbaliser. Cet acte de dignité renforce ton estime de soi et établit des limites claires pour protéger ta paix mentale. L'impact du silence a également un effet sur l'autre personne, même si ce n'est pas ton objectif principal. Marc Aurèle explique « Quand les autres agissent mal, ne te mets pas en colère. Demande-toi s'ils ont le contrôle sur leurs actions. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas de contrôle sur toi. »
Ton silence n'est pas destiné à provoquer une réaction chez l'autre, mais à démontrer que son rejet n'a pas le pouvoir d'altérer ta paix intérieure. La pratique du silence est également liée à la vertu de la prudence. Sénèque disait « C'est sage de ne pas dire tout ce que l'on pense et de ne penser que ce que l'on dit. » Au lieu de répondre impulsivement, le silence te permet de réfléchir sur tes émotions et de décider si tu dois vraiment répondre. Cet acte de pause est une manifestation de sagesse et d'autocontrôle. D'un point de vue pratique, Marc Aurèle suggère dans ses méditations « Fais ce que tu as à faire, mais fais-le calmement. » Ce calme est précisément ce que le silence t'offre. Au lieu de réagir depuis un endroit de colère ou de douleur, tu peux répondre, si nécessaire, depuis un lieu de sérénité et de clarté. Épictète nous rappelle aussi que l'homme qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des villes. Lorsque tu pratiques le silence après un rejet, tu es en train de conquérir ton propre monde intérieur. Cet acte d'autocontrôle t'empower, démontrant que tu n'as pas besoin de la validation extérieure pour te sentir complet. Le silence après un rejet, dans la perspective stoïque, n'est pas simplement une absence de mots. C'est une pratique intentionnelle qui reflète l'autocontrôle, la force émotionnelle et la dignité personnelle. Cet outil repose sur des principes universels de la philosophie stoïque qui transcendent le temps et le contexte, offrant un cadre puissant pour faire face au rejet avec sérénité et objectif. Épictète, l'un des principaux représentants du stoïcisme, affirmait « La liberté ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans le fait de ne pas la laisser nous contrôler. » Cela signifie que le rejet en soi n'a pas le pouvoir de te blesser, à moins que tu lui en donnes la permission. En gardant le silence, tu exerces ta liberté émotionnelle, choisissant de ne pas réagir de manière impulsive et à la place de prioriser ta paix intérieure. Sénèque, dans son ouvrage « Lettres à Lucilius », écrivait « Rien n'est plus honorable qu'un esprit tranquille. » Le silence, en ce sens, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est la démonstration que, bien que le rejet puisse générer des émotions intenses, tu peux garder ton calme et ta dignité face à ces adversités. Cette tranquillité est la base pour prendre des décisions sages et ne pas tomber dans des réactions impulsives qui pourraient empirer la situation. Marc Aurèle, dans ses méditations, réfléchit à l'importance d'agir selon tes valeurs internes et non en fonction des provocations extérieures. Souviens-toi que les autres ont leur propre chemin et toi le tien. Ne laisse pas le comportement des autres te détourner du tien. Quand quelqu'un te rejette, ton silence communique que ses actions n'altèrent pas ton chemin. C'est un rappel que ta valeur ne dépend pas de ses mains, mais de ta perception de toi-même. Le silence stoïque a aussi une dimension d'introspection et de connaissance de soi. Épictète conseillait « D'abord, apprends qui tu es, puis rends ta vie conforme à cela. » Garder le silence après un rejet t'offre l'espace nécessaire pour réfléchir à ce que tu veux réellement et à ce que tu mérites. Cela te permet d'évaluer si cette relation ou situation était alignée avec ton véritable moi, ou si le rejet est en réalité une opportunité pour réajuster tes priorités. Sénèque soulignait l'importance de ne pas gaspiller de temps et d'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Le sage ne s'inquiète pas de ce qui est hors de son contrôle, mais de la manière dont il y répond. En gardant le silence, tu appliques ce principe en choisissant de ne pas investir ton énergie émotionnelle dans le changement de la perception ou des actions de l'autre personne. Tu réserves cette énergie pour des choses réellement sous ton contrôle, comme ton bien-être et ton développement personnel. Marc Aurèle parlait aussi de l'impermanence comme un rappel pour ne pas s'accrocher aux émotions passagères. Tout ce qui arrive est transitoire. La douleur que tu ressens aujourd'hui sera un souvenir demain. Le silence, dans ce contexte, devient une manière de maintenir la sérénité et de se rappeler que rien ne dure éternellement. Reconnaître que le rejet est simplement un événement temporaire dans ta vie et non un reflet permanent de ta valeur te permet de traiter la douleur sans t'y accrocher en la laissant partir quand le moment sera venu. Sophia ferma la porte de son appartement avec un lourd soupir. L'écho des paroles de Samuel résonnait encore dans son esprit. « Je ne cherche rien de sérieux avec toi. Je ne veux pas que tu continues à avoir des espoirs. » Il l'avait dit avec froideur, comme si chaque mot n'était destiné qu'à briser quelque chose en elle. Alors qu'elle glissait lentement contre le mur, elle sentit les larmes jaillir sans permission. Mais avec la tristesse apparut autre chose,
une sensation de vide, profondément enfouie quelque part en elle, une étincelle d'indignation. Marcella, sa meilleure amie, l'appela plus tard dans la soirée. « Que s'est-il passé ?»« Tu as parlé à Samuel ?» demanda Marcella, devinant déjà la réponse. « Oui, je l'ai fait. Il m'a rejeté. »« Il a dit qu'il n'avait jamais vu cela comme quelque chose de sérieux, » répondit Sophia à la voix tremblante. Elle ne voulait pas s'effondrer. « Et après tout ce que tu as fait pour lui ?» Marcella ne pouvait contenir son indignation. « Oui, mais je ne veux pas en parler. Maintenant, j'ai juste besoin de réfléchir, » répondit Sophia. Elle raccrocha, sachant que Marcella voulait juste la soutenir, mais elle ne pouvait plus supporter d'entendre les mêmes phrases de toujours. « Il ne te mérite pas » ou « Tu es trop bien pour lui ». Ces mots, bien qu'ils soient bien intentionnés, ne comblèrent pas le vide qu'elle ressentait. Elle alluma alors son ordinateur portable et commença à chercher quelque chose qui pourrait lui apporter de la clarté. C'est alors qu'elle trouva une vidéo intitulée « Le silence après le rejet », la leçon stoïque qui transforme ta vie de Rolando. La voix calme de Rolando remplissait la pièce. Quand quelqu'un te rejette, l'instinct immédiat est de répondre, de te justifier ou de chercher des explications. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ta meilleure réponse est le silence. Ce n'est pas pour punir l'autre, mais pour te protéger toi-même. Le silence n'est pas du vide. C'est un acte de force. Sophia resta figée. Elle n'avait jamais pensé au silence comme à une réponse active. Jusqu'à ce moment-là, elle avait toujours cru que se taire était céder, abandonner la bataille, mais les paroles de Rolando résonnaient en elle. Elle décida de continuer à regarder. Le silence est une pause qui te permet de te retrouver avec toi-même. C'est un espace pour réfléchir, pour te demander si cette personne était vraiment ce dont tu avais besoin ou si elle n'était qu'un reflet de tes propres insécurités. Elle ferma la vidéo, s'allongea sur son lit et regarda le plafond. « Et si j'essayais ?» pensa-t-elle. « Que se passerait-il si pour une fois je décidais de ne pas me justifier, de ne pas m'expliquer, de ne rien demander ?» Elle n'avait pas toutes les réponses, mais quelque chose dans ses paroles la poussa à essayer. Elle décida de ne pas contacter Samuel, de ne pas lui envoyer un dernier message ni chercher une dernière conversation. Pour la première fois, elle allait garder le silence. Les jours suivants ne furent pas faciles. Chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur s'accélérait, espérant que ce soit Samuel. Mais ce n'était pas le cas. Au lieu de lui écrire, Sophia commença à noter dans un journal ce qu'elle ressentait. Une nuit, elle écrit « Pourquoi suis-je si affectée par quelqu'un qui clairement ne me valorise pas ? Pourquoi ai-je l'impression que j'ai besoin de son approbation pour être bien avec moi-même ?» Ces questions la dérangèrent, mais elles commencèrent aussi à lui ouvrir les yeux. Lors de l'une de ces nuits, Marcella l'appela de nouveau. « Tu lui as dit quelque chose ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Non, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. » « Pourquoi tu ne veux pas clarifier les choses ?» Marcella était confuse. « Il n'y a rien à clarifier. Il a déjà montré comment il se sent. Maintenant, c'est à moi de montrer comment je me sens avec moi-même, et ça commence par le silence. » Pour la première fois, les paroles de Sophia sonnèrent fermes, même pour elle-même. Au fil des jours, Sophia commença à remarquer quelque chose de curieux. Bien que la douleur soit toujours là, elle commença aussi à ressentir une étrange sensation de paix en ne cherchant pas à contacter Samuel. Elle ne nourrissait pas son anxiété ni ne prolongeait sa souffrance. Elle se rendit compte que, bien que le rejet fasse mal, sa réaction était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. Cela lui rappela une autre phrase de la vidéo de Rolando. « Le rejet ne définit pas ta valeur. C'est une circonstance, pas une condamnation. Mais la manière dont tu réponds au rejet définit la façon dont tu te perçois. » Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle reçoit un message inattendu venant de Samuel. « Comment ça va? Ça fait des jours que je n'ai rien de tes nouvelles. » Sophia regarda l'écran mais ne ressentit aucune envie de répondre. Au lieu de cela, elle rangea son téléphone et continua sa promenade. Ce petit acte de maîtrise de soi la fit se sentir plus forte que jamais. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai choisi le silence, non pas comme une forme de punition pour lui, mais comme un cadeau pour moi-même. J'ai choisi ma paix au-dessus de mon orgueil. » Avec ces mots, Sophia commença à comprendre le véritable pouvoir du silence. Ce n'était pas une arme à utiliser contre les autres,
mais un outil pour guérir et grandir de l'intérieur. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment Sophia approfondit sa pratique du silence et comment ce geste commence à transformer non seulement sa perception d'elle-même, mais aussi la dynamique avec Samuel. Les jours devinrent des semaines, et Sophia resta ferme dans sa décision de garder le silence. Bien qu'au début, cela ait été un acte conscient, avec le temps, cela se transforma en quelque chose de plus naturel, presque instinctif. Samuel avait envoyé quelques messages supplémentaires. Aucun n'était particulièrement significatif, mais Sophia les ignora. Ce n'était pas une tactique pour le manipuler, mais un rappel pour elle-même que sa valeur ne dépendait pas de son attention. Lors d'une de ses nuits tranquilles, en feuilletant son journal, Sophia se souvint de ce que Rolando avait dit dans une autre de ses vidéos. Quand tu gardes le silence, tu laisses l'autre personne affronter ses propres actions. Tu ne remplis pas le vide avec des explications ni des justifications. Ce vide, bien que gênant, est nécessaire pour la croissance. Cela résonna profondément en elle. Il ne s'agissait pas seulement de Samuel affrontant le vide, mais aussi de Sophia affrontant le sien. Cette nuit-là, elle écrivit « Le silence n'est pas pour lui, il est pour moi. C'est mon espace pour me reconstruire, pour comprendre ce que je veux vraiment et ce que je mérite. » Pendant ce temps, Samuel commença à remarquer quelque chose d'étrange. Les réponses qu'il attendait n'arrivaient jamais, et le schéma auquel il était habitué était brisé. Un après-midi, alors qu'il parlait avec un ami, il mentionna « Je ne sais pas ce qui se passe avec Sophia. Elle était toujours si attentive, si disponible, et maintenant elle ne répond plus. Peut-être qu'elle est fatiguée, suggéra son ami. Peut-être qu'elle a finalement compris que tu n'es pas intéressé, dit un autre. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'aurais jamais pensé qu'elle se laisserait juste aller comme ça. Samuel ressentait un mélange de confusion et de curiosité, des émotions auxquelles il ne s'attendait pas. Sophia, de son côté, commença à remplir son temps avec des activités qui la nourrissaient émotionnellement. Elle reprit ses cours de yoga qu'elle avait abandonnés quelques mois auparavant et s'inscrivit à un atelier d'écriture créative. Ces activités ne lui offraient pas seulement une distraction saine, mais lui rappelait aussi qui elle était en dehors de la relation avec Samuel. Un après-midi, après son cours de yoga, Sophia reçoit une nouvelle notification sur son téléphone. C'était un message de Samuel. « On peut parler ? Je sens que les choses sont devenues bizarres entre nous. » Sophia lut le message plusieurs fois, mais ne ressentit pas la même urgence qu'auparavant. Au lieu de répondre immédiatement, elle respira profondément et se souvint d'une autre phrase de Rolando. « Tout ne mérite pas une réponse. Demande-toi, est-ce que cela apporte la paix ou le conflit dans ta vie? Si la réponse est le conflit, alors le silence reste la meilleure option. » Elle décida de ne pas répondre. Samuel avait déjà clairement exprimé ses intentions avant, et elle ne ressentait pas le besoin de rouvrir une conversation qui la ramènerait à la douleur. Au lieu de cela, elle continua sa journée, se concentrant sur ce qui comptait vraiment, son bien-être. Au fur et à mesure que les jours passaient, Sophia remarqua quelque chose d'extraordinaire. Bien qu'elle pensât encore à Samuel de temps en temps, ses pensées ne la dominèrent plus. Il y avait de l'espace dans son esprit pour d'autres choses, pour ses amis, ses projets personnels, voire pour de petites joies quotidiennes qui passaient avant inaperçues. Ce changement lui rappela un autre enseignement stoïque qu'elle avait lu dans une des vidéos de Rolando. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même. Cette leçon devint son mantra. Chaque fois qu'elle ressentait la tentation de répondre ou de chercher Samuel, elle se répétait « Je ne perds rien en choisissant ma paix ». Elle commençait à ressentir l'impact du silence de Sophia. Ce qui avait initialement été du déconcertement se transformait désormais en une gêne plus profonde. Lors d'une conversation avec Marcella, qui était aussi son amie, Samuel demanda « Sophia t'a-t-elle dit quelque chose à propos de moi ?»« Non, elle n'a rien dit. Mais je pense que c'est cela qui devrait le plus te préoccuper, pas la réponse, » répondit Marcella. Cela laissa Samuel dans le silence. C'était vrai. Le fait que Sophia ne parle pas de lui ni ne cherche à clore le chapitre en disait bien plus que n'importe quel mot. Pendant ce temps, Sophia commença à remarquer des changements en elle. Elle n'avait plus besoin de parler de Samuel avec Marcella ni avec personne d'autre. Son histoire avec lui n'était plus au centre de sa vie, mais juste un chapitre du passé.
Ce changement lui apporta une tranquillité qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle reçut un autre message de Samuel. « Sophia, j'ai vraiment besoin de te parler. Je veux arranger les choses. » Cette fois, Sophia ne ressentit même pas la tentation de répondre. Elle regarda le message, sourit pour elle-même et continua sa promenade. Elle savait que son silence n'était pas une punition pour Samuel, mais un acte d'amour-propre. Elle avait appris que toutes les conversations ne méritent pas d'être tenues, et que parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal « Je ne suis plus la même personne qui a commencé ce voyage. Mon silence m'a appris plus que n'importe quel mot n'aurait pu m'apporter. Il m'a montré que ma paix vaut plus que n'importe quelle relation qui me prive de tranquillité. » L'impact du silence de Sophia ne transforma pas seulement sa relation avec Samuel, mais aussi sa relation avec elle-même. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce processus arrive à sa conclusion, menant Sophia vers un endroit de libération complète et de redécouverte personnelle. La journée commença comme n'importe quelle autre pour Sophia. Elle se leva tôt, prépara son café et s'assit près de la fenêtre pendant que la lumière du soleil éclairait doucement son appartement. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans sa routine. En feuilletant les pages de son journal, elle se rendit compte qu'il y avait des semaines qu'elle n'avait pas écrit à propos de Samuel. Son silence avait fait plus que l'éloigner. Il lui avait permis de se reconnecter avec elle-même de manière qu'elle ne croyait pas possible. Le message de Samuel restait sans réponse, mais cela n'importait plus. Sophia n'avait pas besoin de réponse ni d'explication. Elle avait appris à vivre sans elle. À la place, elle avait rempli sa vie d'activités et de personnes qui la faisaient réellement se sentir valorisée. Ce matin-là, alors qu'elle préparait son sac pour son atelier d'écriture, elle reçut un appel inattendu. C'était Samuel. Elle regarda le téléphone pendant quelques secondes, se souvint des mots de Rolando. « Toutes les portes ne méritent pas d'être rouvertes. Demande-toi, cette conversation va-t-elle me conduire à la paix ou m'en éloigner ?» Elle décida de ne pas répondre. Elle rangea son téléphone dans son sac et sortit. Son temps et son énergie n'étaient plus disponibles pour ceux qui n'avaient pas su les apprécier. Lors de l'atelier, Sophia partagea un de ses écrits, une réflexion sur la manière dont le silence l'avait transformée. Elle parla de comment elle avait appris à s'arrêter, à observer ses pensées et à prioriser sa paix au lieu de la nécessité d'être comprise. L'un de ses camarades, intrigué, lui demanda « Comment as-tu réussi à garder ce silence ? Moi, je ne pourrais pas. » Ce n'était pas facile, admit Sophia, mais c'était nécessaire. Ce n'était pas pour lui, c'était pour moi. C'était ma façon de me dire que je mérite plus que ce que je recevais. Ce moment fut révélateur. Pour la première fois, Sophia ne parlait pas de son processus comme d'une expérience douloureuse, mais comme d'une victoire. Son silence avait été sa déclaration d'indépendance émotionnelle, et maintenant elle était plus forte grâce à cela. Pendant ce temps, Samuel continuait de ressentir le poids du silence de Sophia. Ce qui avait été de la curiosité auparavant s'était maintenant transformé en quelque chose de plus profond, du regret. Il se rendit compte qu'en la rejetant, il n'avait pas seulement perdu quelqu'un qui se souciait de lui, mais aussi quelqu'un qui avait cru en lui d'une manière qu'il n'avait pas cru en lui-même. Le vide qu'il ressentait n'était pas la faute de Sophia, mais le résultat de son incapacité à apprécier ce qu'il avait. Un après-midi, alors qu'il marchait dans le parc, Samuel la vit au loin. Sophia était assise sur un banc, écrivant dans son carnet. Elle semblait tranquille, en paix, complètement indifférente à l'inquiétude qu'il ressentait. Il s'approche avec précaution, ne sachant pas exactement quoi dire. « Salut, Sophia, » dit-il, brisant le silence. Elle leva les yeux, surprise de le voir. « Salut, Samuel, » répondit-elle. Sa voix était neutre, sans trace de ressentiment ni d'émotion. « J'ai essayé de te parler. Je sens que les choses ne sont pas restées claires entre nous. » Sophia le regarda un instant avant de répondre. « Je pense que les choses sont restées assez claires, Samuel. Tu as pris une décision et moi aussi. »« Est-ce qu'on peut en parler ?» insista-t-il. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je n'ai rien à ajouter et, sincèrement, je suis dans un bon endroit maintenant. J'espère que toi aussi. » Sophia sourit légèrement, ferma son carnet et se leva. Samuel resta là, la regardant s'éloigner. Il n'y avait pas de ressentiment dans ses paroles, juste une sérénité qui le déconcertait.
Pour la première fois, il comprit ce que signifiait réellement son silence. Ce n'était pas du désintérêt, c'était de l'amour propre. Ce soir-là, Sophia rentra chez elle, se sentant plus légère. Elle avait fait face à Samuel, non pas avec des mots et des dents, ni des explications, mais avec la tranquillité qu'elle avait cultivée grâce à son silence. Elle écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai fermé un chapitre, pas parce qu'il me le demandait, mais parce que je l'avais déjà fait il y a longtemps. » Au cours des semaines suivantes, la vie de Sophia continua de fleurir. Elle se sentait plus connectée avec elle-même que jamais, et ses relations avec les autres se renforçaient aussi. Elle ne cherchait plus l'approbation de personne, car elle avait appris à se l'accorder à elle-même. Un jour, alors qu'elle organisait son bureau, elle trouva une note avec une citation de Marc Aurèle qu'elle avait écrite au début de son processus. « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Elle sourit en réalisant combien sa perspective avait changé. Son bonheur ne dépendait plus des autres, il dépendait de la façon dont elle choisissait de vivre chaque moment. Le silence de Sophia n'avait pas seulement transformé sa relation avec Samuel, mais aussi avec elle-même. Elle avait appris que sa valeur ne résidait pas dans les paroles des autres, mais dans les actions qu'elle prenait pour protéger sa paix intérieure. Maintenant, elle était prête à affronter ce qui viendrait, sachant que, quoi qu'il arrive, elle pourra toujours retourner à cet endroit de sérénité qu'elle avait trouvé en elle. Ainsi, Sophia ferma le chapitre de Samuel avec une leçon qu'elle porterait en elle pour toujours. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu choisis de ne pas dire. L'histoire de Sophia est un récit profondément introspectif et transformateur, qui reflète les luttes internes et la croissance personnelle qui peuvent surgir après un rejet. Depuis le début de son voyage, Sophia fait face à des émotions que beaucoup considèrent inévitables. La douleur, l'insécurité et un sentiment de perte de contrôle. Cependant, sa décision de choisir le silence ne redéfinit pas seulement sa relation avec Samuel, mais aussi avec elle-même. Nous analyserons ce processus en détail sous des perspectives psychologiques, philosophiques et émotionnelles. Le rejet auquel Sophia fait face est le catalyseur de sa transformation. Cet événement, qui aurait pu la laisser piéger dans un cycle de recherche de validation, devient une opportunité de remettre en question sa valeur et son identité. Selon Carl Jung, la crise est la meilleure bénédiction pour les personnes et les nations, car elle nous oblige à chercher une solution. Le rejet agit comme cette crise qui la pousse à regarder à l'intérieur d'elle-même et à découvrir des forces qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Le silence que Sophia a adopté n'est pas simplement une absence de mots, c'est une réponse active et consciente. D'un point de vue stoïcien, sa décision de garder le silence reflète la pratique de la discipline émotionnelle. Épictète disait « Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. » Sophia choisit de ne pas réagir impulsivement, démontrant ainsi une maîtrise de ses émotions qui l'empower et lui permet de privilégier son bien-être. Le processus de Sophia peut également être analysé à travers la théorie de l'attachement. Initialement, son attachement à Samuel reflète un schéma anxieux, où la validation externe joue un rôle crucial dans son estime de soi. Cependant, à mesure qu'elle avance dans son cheminement d'autodécouverte, sa relation avec elle-même évolue. Cette évolution démontre ce que Mary Ainsworth a appelé la transition vers un attachement sécurisé, où la personne apprend à satisfaire ses propres besoins émotionnels sans dépendre des autres. Les besoins émotionnels et l'impact du silence de Sophia sur Samuel méritent également d'être analysés. Depuis une perspective psychologique, sa décision de ne pas répondre crée un vide qui défie les attentes de Samuel. Aaron Beck explique que, lorsqu'un modèle familial est interrompu, les personnes sont contraintes de réévaluer leurs propres actions et croyances. Le silence de Sophia ne protège pas seulement son père, mais oblige aussi Samuel à confronter son propre comportement et les conséquences de ses décisions. Le journal que Sophia utilise pour traiter ses émotions est un outil crucial dans sa transformation. Selon des recherches sur l'écriture expressive, ce type de pratique aide les individus à organiser leurs pensées, réduire le stress et gagner en clarté émotionnelle. En écrivant sur ses expériences, Sophia ne se contente pas de traiter sa douleur. Elle établit aussi une narration qui l'empower et la libère du contrôle émotionnel que Samuel exerçait sur elle.
La réponse de Samuel au silence de Sophia reflète une dynamique intéressante. Son intérêt croissant et son regret ne sont pas nécessairement des signes d'amour, mais plutôt d'ego blessé et de confusion. Cela montre comment le rejet des attentes peut déclencher une introspection chez ceux qui sont habitués à avoir le contrôle. Cependant, Sophia ne se laisse pas influencer par cette dynamique, ce qui démontre une croissance émotionnelle significative. Le moment où Sophia choisit de ne pas répondre au message de Samuel représente un tournant. D'un point de vue cognitif, cet acte montre qu'elle a restructuré ses pensées automatiques, remplaçant des croyances comme « j'ai besoin qu'il me valorise, par ma valeur ne dépend pas de lui ». Ce changement reflète le concept d'auto-efficacité d'Al-Bandura, où Sophia prend le contrôle de sa vie et devient l'auteur de sa propre narration. La rencontre finale entre Sophia et Samuel est un autre moment clé. Sa réponse calme et neutre montre qu'elle a intégré les enseignements du silence. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas le comportement des autres voler ta paix ». Sophia incarne ce principe en se confrontant à Samuel depuis un endroit de sérénité, démontrant que sa paix n'est plus en jeu. Le développement de Sophia peut aussi être analysé à travers le cadre de la résilience. Selon Georges, la résilience ne consiste pas à l'absence de douleur, mais à la capacité de s'adapter et de croître après l'adversité. Sophia ne nie pas sa douleur, elle l'affronte et l'utilise comme un outil pour se renforcer. Cela se voit dans la manière dont elle remplit sa vie d'activités significatives comme le yoga et l'écriture qui la connectent à son essence. D'un point de vue social, le silence de Sophia défie les normes culturelles qui associent souvent le rejet à la nécessité d'expliquer ou de justifier. Sa décision de ne pas chercher une conversation finale brise ses attentes et redéfinit ce que signifie clore un chapitre. Cet acte ne la libère pas seulement, mais établit aussi une nouvelle norme pour la manière dont elle se voit et permet aux autres de la voir. L'acte de s'éloigner de Samuel, tant littéralement que métaphoriquement, est un symbole puissant de sa libération. Ce moment encapsule ce que le docteur Fran appelait la dernière des libertés, choisir l'attitude face aux circonstances. Sophia choisit sa liberté émotionnelle plutôt que toute tentative de réconciliation qui compromettrait sa paix. En dernière analyse, l'histoire de Sophia témoigne du pouvoir du silence comme outil de transformation. Son voyage la libère non seulement de la douleur du rejet, mais la reconnecte aussi à sa propre identité et à sa valeur. C'est une leçon pour tous sur la manière d'affronter l'adversité avec dignité, autocontrôle et une profonde confiance dans le processus de croissance personnelle. L'expérience de Sophia nous invite à réfléchir à la manière dont nous répondons au rejet. Choisissons-nous de réagir impulsivement ou nous donnons-nous l'espace pour traiter et grandir? Son histoire démontre que le silence n'est ni un vide ni une passivité, mais une déclaration de force qui peut changer non seulement la manière dont nous nous voyons, mais aussi la façon dont nous faisons face au monde. Que signifie pour vous le silence en période de rejet? Le percevez-vous comme un outil de force ou comme un signe de faiblesse? Avez-vous considéré qu'en gardant le silence, vous pourriez envoyer un message plus puissant que n'importe quel mot? Lorsque vous faites face au rejet, vous arrêtez-vous pour réfléchir à vos émotions avant de réagir? Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie si vous choisissiez de faire une pause, de respirer et de choisir le silence comme réponse? Avez-vous déjà eu l'impression que vos mots, au lieu de clarifier, ont compliqué les choses? Après un tel cas, que se passerait-il si vous choisissiez le silence pour briser ce cycle? Que croyez-vous que votre silence dit de vous aux personnes qui vous ont rejeté? Comme une déclaration de ta force intérieure et de ta dignité personnelle, à quelle fréquence cherches-tu à clore des chapitres en parlant avec l'autre personne, alors qu'en réalité, tu sais déjà ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'empêche de les clore toi-même sans cette conversation? Si ta valeur ne dépendait pas des paroles ou des actions d'une autre personne, qu'est-ce qui changerait dans la manière dont tu te perçois? Comment cela affecterait-il ta décision de réagir ou de garder le silence? Combien de temps et d'énergie as-tu investi dans des personnes qui n'étaient pas alignées avec ta valeur? Qu'est-ce que tu pourrais gagner si tu investissais ce temps en toi-même? Est-il difficile pour toi d'accepter le rejet sans chercher des explications ou des validations? Comment crois-tu que ta vie changerait si tu acceptais que tu n'as pas besoin de ces réponses pour avancer? Que pourrais-tu découvrir sur toi-même si tu choisissais le silence comme outil d'introspection et de connaissance de soi? Comment te sens-tu vis-à-vis de l'idée de fixer des limites émotionnelles?
Le silence pourrait-il être une limite claire et respectueuse que tu établis avec toi-même et avec les autres? Quelles activités ou passions pourrais-tu redécouvrir si tu choisissais de rediriger ton énergie après un rejet vers ta propre croissance? Comment crois-tu que les personnes autour de toi réagiraient si tu commençais à prioriser ta paix intérieure plutôt que de ressentir le besoin de t'expliquer ou de te justifier? Si quelqu'un te rejetait aujourd'hui, quelles émotions aimerais-tu ressentir à ce sujet dans un mois? Crois-tu que le silence pourrait t'aider à atteindre cette paix? Quelles leçons pourrais-tu apprendre sur toi-même si tu décidais de ne pas répondre au rejet par des mots, mais par des actions orientées vers ton bien-être? Es-tu prêt à lâcher la nécessité d'être compris par les autres et à la remplacer par la compréhension de ta propre valeur? Quel pas pourrais-tu faire aujourd'hui pour pratiquer le silence comme outil de soin de soi et de dignité personnelle? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.